Tu vois, la première série, on fait 130 vélos. T'as quand même choisi le pire des business avec du hardware, du B2C et en plus des trucs qui roulent. Vraiment le truc le plus concurrentiel et compliqué. Les études disent que ça va exploser, on sait pas trop quand. Et puis on se lance pleinement là-dedans en début 2019. On était complètement timbrés. Il y a un côté naïf dans notre truc. Au bout de 6 mois, en fait, on avait un premier proto. Et après, la phase d'industrialisation a duré 1 an. Donc on a mis 2 ans pour vraiment livrer nos premiers clients. C'est rapide, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je pense que c'est quand même assez rapide. Grégoire, on y arrive enfin. Ça fait un petit moment qu'on se parlait pour faire ce petit podcast. Et là, tu vois, je suis un peu dans ma journée marathon parisienne là du soir, du matin au soir. Et là, t'es mon 3e et dernier de la journée. Mais du coup, j'ai une pleine pêche que j'ai eu 2 super épisodes avant toi. Je t'ai vu arriver du coup en vélo. Alors, je suppose que c'était un vélo Voltaire. Évidemment, ouais, évidemment. Donc l'idée, et puis en plus, j'ai commencé à dire que je t'ai punchliné en disant quand même, t'as quand même choisi le pire des business, quoi, avec du hardware, du B2C, enfin, les trucs vraiment, et en plus des trucs qui roulent. Donc vraiment le truc le plus concurrentiel et compliqué. Du coup, on a beaucoup de matière. On a plein de choses à se dire. J'espère que je vais être intéressant et que je vais continuer ton marathon de la bonne façon. Ouais, avant toute chose, merci de me recevoir. Je suis content parce qu'on a échangé pas mal sur LinkedIn et par mail depuis, je sais pas, 1 an, quelque chose comme ça. Et donc, bien content d'être à tes côtés. Bah écoute, ravi également. Je vais te proposer directement de te présenter. Puis après, écoute, on va raconter c'est la belle histoire de Voltaire. Après, on va parler du hardware et des trucs qui roulent. On va parler des trucs chiants que si vous voulez entreprendre, a priori, ne faites pas comme Grégoire, ou alors, si vous avez envie de niquer le boss de fin directement, vous pouvez y aller, mais en tout cas, normalement, c'est l'exercice le plus dur. Il paraît que c'est le plus dur. J'ai pas testé les autres. Il est pas facile, c'est sûr, mais c'est tellement enrichissant, c'est tellement cool au quotidien. Et du coup, je vais le vendre positivement. Et donc, pour me présenter, donc je m'appelle Grégoire, j'ai 35 ans. Je suis cofondateur et CEO de la marque de vélo électrique Voltaire. Pour la faire courte, j'ai attaqué ma carrière il y a une dizaine d'années. J'ai commencé par la grosse boîte parce que j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'avais envie de me former dans des grosses boîtes, dans des entreprises un petit peu installées. Et j'ai eu l'opportunité, après un stage de fin d'études chez Nike, je suis rentré chez Porsche. Donc tu vois, j'aime bien les marques, j'aime bien les belles marques. T'as fait des belles marques. Ouais. T'as fait quoi comme école avant? J'ai fait Toulouse, Okay. le SC Toulouse. Donc voilà. Et puis j'ai eu la chance de rentrer chez Porsche et j'y ai finalement passé 5 ans. J'étais au siège français. En direction commerciale puis en direction marketing, et en fait j'avais un peu tous les avantages pour apprendre parce que c'est à la fois la grosse boîte, la belle marque, le produit exceptionnel, tous les avantages de la grosse boîte. Tu vois, tu vas aux 4 coins du monde pour lancer des produits de ouf, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et en même temps, c'était pour le marché français, donc une petite équipe qui s'occupait de la France, et tu vois bien comment interagissent les services entre eux, comment une entreprise fonctionne. Et sincèrement, je me suis éclaté pendant 5 ans, mais il y a un moment quand même où l'envie d'entreprendre est arrivée un petit peu plus, était un petit peu trop forte, et du coup, j'ai démissionné pour monter une boîte, je savais pas laquelle. Et j'avais quelques side projects, mais au final, il fallait que je me consacre pleinement à entreprendre parce que c'est plus qu'un temps plein. Et du coup, comment on en arrive à vouloir se dire, je veux faire une marque de vélo électrique. Donc à ce moment-là, on est en 2019. On en est où sur le marché du vélo électrique à ce moment-là? Est-ce que aujourd'hui, ça paraît évident, évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'en 2019, ça l'est déjà? J'ai plus la notion du temps. Le marché, en fait, en 2019, il est balbutiant. Il est balbutiant, on va dire. Genre Angel Bike et tout, ça Angel, déjà. Ils sont pas encore là. Angel, ils ont à peu près le même timing que nous. En gros acteurs, t'as des marques établies comme t'as Moustache, par exemple, qui est une marque française qui est très bon sur l'outdoor. Et en citadin, t'as une marque qui fait prendre de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle Van Moof, qui est hollandaise. Et c'est un peu eux qui nous interpellent, en fait. Moi, déjà, j'ai mon expérience dans la mobilité. Ça fait 5 ans que je bosse chez eux, dans les voitures, et je vois bien que, quand même, c'est a priori pas l'industrie du futur. Et j'ai envie de me réinventer, et j'ai cette appétence pour les mobilités. Et à ce moment-là, je rencontre mon associé qui me parle de Van Moof. Et donc, ce gars, on échange, et très vite, en fait, on fait des études de marché. On voit qu'il y a, en tout cas, les études disent que ça va exploser. On sait pas trop quand. Et puis on se lance pleinement là-dedans en début 2019, où on se dit vas-y, on va monter une marque de vélo électrique, on va la vouloir un petit peu différente de ce qui se veut sur le marché forcément, donc un positionnement citadin, très français, parce qu'on est français et on est assez fier de promouvoir cette élégance à la française, cette French touch, et
et avec des produits un peu différents. Et pour nous, on est parti du postulat qu'un beau vélo, c'était un vieux vélo. Donc en fait, on a ajouté ce concept d'intemporalité à nos vélos. Et du coup, ça se résume assez facilement. C'est notre batterie qui se trouve sous la selle. Donc on a tout un système de pivot de la selle qui te permet de l'enlever, mais surtout le fait que la batterie soit sous la selle, au-delà du design et du côté vélo mécanique, c'est que ça te met le centre de gravité pile sous l'utilisateur. Et donc c'est ultra agréable à conduire. Et du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand on prend la décision de dire, OK, on aime le vélo, on aime les marques. En plus, bon, bah là, vélo électrique, donc il y a quand même un côté techno, hardware, etc. Tu vois, moi, tout de suite, là, j'ai un peu des sueurs en me disant, mais là, quand même, la marche à monter entre le moment où on se dit on va y aller et le moment où on sait qu'on va avoir son produit sur le marché, parce que voilà, en fait, on peut pas appeler une usine et dire fais-moi un vélo électrique. Il faut le designer, il y a sûrement un peu de R&D. Comme tu le dis, bah vous avez mis la batterie sous la selle, les autres peut-être le faisaient pas, donc là il faut tester des choses. Vous l'avez fait avec des usines françaises, européennes, en Asie. Comment on fait? Comment on fait avec du recul déjà sur la première partie de ta question, je me dis qu'on était complètement timbré et qu'il y a un côté naïf dans notre truc qui fait qu'on y allait à 2000%, on n'a pas réfléchi, mais... Ouais, parce que peut-être que si... Alors là, vous êtes, je suppose, très content de l'avoir fait, mais peut-être que si vous aviez su, ça aurait pu vous décourager day one. Ouais, je pense que ça aurait pu nous décourager si on avait su vraiment tout ce par quoi on est passé depuis. Mais une fois encore, c'est un peu ce que je disais en introduction. C'est quand même quand tu regardes, le mieux c'est de croiser tes vélos dans la rue, quoi, les vélos dans la rue. Et ça arrive quand même, je sais pas, une dizaine de fois par jour. Je vois un client qui passe en Voltaire. Je suis juste trop content, je suis trop refait. Après, pour répondre à la deuxième partie de ta question, ouais, ça a été, c'est sûr que ça a été extrêmement compliqué. Notre premier truc, d'autant plus on était deux associés et aucun de nous deux ingénieurs. Donc notre premier réflexe a été de nous prendre des ingés en stage. Un sur la partie électronique, un sur la partie mécanique. Et puis là, bah, on s'est mis à bosser avec eux, main dans la main, au quotidien, prendre contact avec des fournisseurs en Asie, des usines en France, parce que l'assemblage se fait en France, mais c'est très dur de trouver des composants qui sont faits en Europe, à l'exception de quelques pièces où on a réussi avec des fournisseurs italiens, mais bon, bref. Et du coup, ouais, on s'est mis au boulot, mais la quantité de travail fourni a été vraiment colossale et on a eu beaucoup de chance sur la partie supply chain production. On a été pris sous son aile par un gars qui s'appelle Jérôme Valentin, qui est quelqu'un d'assez important dans l'industrie du vélo et qui avait une usine à Romilly-sur-Seine à côté de Troyes. Je connais très... Mec, j'habitais à un quart d'heure de Romilly-sur-Seine. C'est vrai? Ma mère allait faire ses courses au Leclerc de Romilly-sur-Seine. Eh ben, écoute, et c'est marrant, c'est au Romilly-sur-Seine, quand il va, c'est une ville qui fout les jetons parce qu'en fait, c'est une ancienne ville industrielle. Et alors moi, je te parle vraiment putain de trucs qui ont 25-30 ans, quoi, parce que j'ai à peu près le même âge que toi. J'ai 35, moi. J'ai 36. Putain, je suis obligé de réfléchir maintenant. Et donc, à l'époque, c'était toutes les anciennes usines, textiles, etc., qui avaient fermé. Et quand t'arrives à Romilly, c'était un peu désaffecté ou quoi. Je suis content de voir qu'il y a des usines qui reviennent. Donc, vous avez trouvé l'usine là-bas, quoi. Il y a le Coq Sportif qui est pas très loin, c'est des Aubois aussi, ouais. Et bon, c'est une région que je connais pas très bien, à part, j'y suis allé pour faire des prods. Parce que, évidemment, les premières prods, t'es sur la ligne de montage. C'est et attends, juste aussi. Le design, vous avez fait comment, du coup? Et le design, donc on avait cet ingénieur, donc Quentin, qui était stagiaire des arts et métiers, et on était derrière lui, il faisait de la CAO, et on lui disait vas-y, oriente le truc comme ça, teste, et puis on est arrivé à faire un premier prototype. Au bout de 6 mois, en fait, on avait un premier cadre. C'est rapide, hein, j'ai l'impression, hein. Ouais, je pense que c'est quand même assez rapide. Ouais, on est allé assez vite. On a fait donc le premier proto, on a mis 6 mois. Évidemment, il y a eu des correctifs. On a fait le deuxième proto au bout d'1 an. Et après, la phase d'industrialisation a duré 1 an. Donc, on a mis 2 ans pour vraiment livrer nos premiers clients. Et la brand, vous l'avez tout de suite? Tout de suite, vous vous dites, vous trouvez Voltaire? Non, la brand, on l'a au bout de 6 mois, quelque chose comme ça. Okay. En fait, notre plan de base, et la boîte a longtemps été appelée comme ça, c'était Asphalt Bike. Et en fait, Asphalt, il y a les jeans. Et Asphalt, en fait, la marque de vêtements. Exactement. C'est l'un de mes meilleurs amis, William. Non, je savais pas. Putain, il est à Bordeaux aussi. Et du coup, on a, eux, en 2019, je pense qu'ils existent déjà, mais ils émergent vraiment à ce moment-là. Et donc, on a rétropédalé. 2018, Asphalt. Ouais, d'accord. Bon, et j'avoue qu'Asphalt, ça a été une super marque de vélo.
C'était un bon nom, hein. Ouais, c'était putain. cool. Mais bon, écoute, on a dû rétro-pédaler. Et du coup, pas Asphalt. Ouais, et donc Voltaire. Et Voltaire, parce que c'était un clin d'œil à la rencontre avec mon associé qui était Boulevard Voltaire. Et puis, en fait, ça résume assez bien le positionnement de la marque. Donc, ce que je disais tout à l'heure, s'appuyer sur l'élégance française, clin d'œil à notre histoire. Et si tu le tires un peu par les cheveux, t'as Volt en plus ou de même. Okay. Donc, ouais, voilà, ça cochait un certain nombre de cases. Et puis, bon, c'est dit bingo. Non, franchement, la brand, c'est dur de trouver un nom, hein, tu le sais. Hein, en fait, c'est dur et pas dur. En fait, c'est que à un moment donné, quand il y a quelque chose que tu dis, franchement, tu vois, comme tu le dis, bah Voltaire, voilà, ça coche les cases, c'est agréable à dire. Mais en fait, à un moment donné, c'est sûr que si tu réfléchis encore 6 mois de plus, peut-être que tu pourras trouver mieux. Mais en fait, cette énergie que tu vas perdre là-dessus, en fait, passe-la plutôt sur le produit, préparer ta distrib et compagnie, quoi. Exactement. Il y a tellement de choses à faire de toute façon que. Mais le Voltaire, au final, ouais, avec maintenant, ça va faire 5 ans de recul sur la marque. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce nom. Et tu vois, j'aime bien le fait de. Tu dis même plus, je prends mon vélo, je prends mon Voltaire. Tu vois, ça sonne assez bien. Donc, on est assez content de cette trouvaille. Et donc, au bout d'un an, vous avez donc le deuxième proto validé. Donc là, la phase d'industrialisation commence. Donc, quand on dit phase d'industrialisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites des stocks, du coup. Ouais, alors. Il n'y a pas une phase de... Comment vous faites pour avoir l'argent à ce moment-là pour le faire? Alors, vous faites des préventes? Alors, ouais, il y a 2 choses. Déjà, on lève des fonds. Mais on lève des fonds à l'été 2020. Donc, ça fait. Ouais, 1 an après le début du projet. Juste après le confinement, du coup. Juste après le confinement. Et on arrive à lever auprès de Business Angel. Pas facile comme levée, parce que tu as un produit hardware, tu as du B2C, et au moment où on lance notre levée, notre tournée parisienne pour aller trouver des investisseurs, il y a Angel qui fait sa keynote. Et c'est ça, parce que je me rappelle que pendant le confinement, il y avait justement la première saison de Qui va être mon associé, et que c'était à ce moment-là qui lance du coup les. Mais moi, je m'en suis acheté un, tu vois, pour te dire. Tout le monde, mais vraiment quoi, tout le monde. Heureusement, il y en a qui ont cru en nous, mais je sais pas, peut-être 100 business angels qui m'ont répondu face à Simoncini, t'es mort, t'as aucune chance, on va pas mettre d'argent dans ton projet. Et bon, ils avaient raison parce que Angel est arrivé, ils ont fait un tel bruit sur le marché, et puis nous on les regardait avec des yeux de chimère, quoi. C'était juste magnifique. Et quelque part, ça mettait un spotlight aussi sur notre secteur qui était très, très cool. Et du coup, ouais, donc on arrive à lever des fonds. Et ça va nous permettre, donc industrialiser, grosso modo, c'est passer du stade de prototype à la série. Donc tu vas avoir des composants finaux, tu vas avoir déjà un vélo final qui va te permettre de faire une pré-série. On a fait une pré-série à une dizaine d'exemplaires. Puis après, tu passes au stade supérieur. Alors pour nous, c'est des productions qui sont pas énormes, mais tu vois, la première série, on fait 130 vélos. Et en fait, ça correspond à la deuxième chose qu'on a réussi à financer, qui est notre phase de précommande. On n'est pas passé par une plateforme de crowdfunding ou quoi que ce soit. Vous l'avez fait vous-même. Mais on a fait nous-mêmes les précommandes. Et pour le coup, 130 vélos, c'est 300 000 euros de CA à peu près. Et donc c'est plutôt quoi. On était plutôt satisfaits. C'était plutôt au-dessus de nos objectifs. Et ça nous a permis de lancer le projet pour livrer donc nos premiers clients en avril 2021. Et alors, comment vous avez fait? Comment vous avez organisé cette prévente? Parce qu'au début, vous avez rien, vous n'avez pas de base. Vous avez peut-être, je sais pas si vous aviez vos propres médias, vos propres comptes avec une grosse audience, mais comment on fait pour aller vendre en plus sans profiter un peu de l'audience des Ulule, KissKissBankBank et consorts? Comment vous avez fait pour aller vendre ces 130 bikes? On l'a fait réseaux sociaux, ouais. Insta, Facebook, mais là aussi, tu vois, quand je parlais de naïveté tout à l'heure, il y a de la naïveté. On a fait une vidéo à l'iPhone qui durait 1 minute. Les figurants, c'est un ingénieur et une de mes stagiaires de l'époque, de nos stagiaires de l'époque, et puis bingo, on la met sur les réseaux et on fait sur Facebook, on fait 1 million de vues sur notre vidéo. Et du coup, en fait, c'est lancé, on la sponsorise un peu, etc. Bien sûr. Mais du coup, sur le coup, on se dit, c'est trop cool, quoi. Ça y est, c'est parti. Et en plus, c'est ce moment-là, donc où le marché est en train de s'enflammer, clairement. Et donc, bon momentum aussi. Très bon momentum. Ouais. Très bon momentum qui nous a quand même joué des tours parce que du coup, on fait la phase de précommande. On n'est pas encore prêt dans l'industrialisation. Et donc, tu sais que tu as un time to market qu'il faut surtout pas rater parce que le marché est en train d'exploser. Et ça nous a mis une pression, tu vois, pour aller quasiment un peu plus vite que la musique sur délivrer la première série de vélos. Et au final, on a eu quelques problèmes qu'on a réussi à corriger parce que 130 clients à gérer, tu arrives quand même à le gérer et ça va.
Mais ouais, il y avait une question de bon timing, bonne offre au bon moment, et puis il y avait la demande en face, donc ça y est, ça a lancé l'aventure. Donc les 130 achètent le vélo, vous avez du coup la trésorerie, vous pouvez du coup lancer l'industrialisation. Donc ça veut dire qu'en fait, tu commandes tous les composants, tu l'as fait arriver dans l'usine d'assemblage, donc c'est elle qui a remis, c'est ça? Exactement. Et là, en fait, ils font les vélos et puis ils les expédient au fur et à mesure, quoi. Ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Toi, tu t'occupes des composants, des supply chain, t'achemines sur l'usine d'assemblage, tu réceptionnes. Donc nous, on allait à l'usine, dans le hangar, et on triait les pièces et on les amenait sur la ligne. Ils nous faisaient l'assemblage et on était aussi en sortie de ligne à faire des tests dynamiques parce qu'on voulait que tous nos vélos soient roulés, testés avant de les expédier. Parce que là, en termes de supply chain, logistique, bordel, putain, un vélo à envoyer, c'est pas un paquet Amazon, quoi. Non, ça peut vite coûter cher. Et pour le coup, on n'a pas eu de retour. Je crois que sur les 130, on n'a pas eu de gens qui se sont rétractés, tu vois. Donc ça s'est plutôt très bien passé, même si on l'a fait au forceps, quoi. Tu vois, je repense, moi, c'est quasiment ma période préférée des premières séries où on était à l'usine. Ils sont en 2-8, je crois, à l'usine. Donc tu fais les shifts avec eux. Puis après, en fait, ta vraie journée de boulot, elle commence parce que, évidemment, t'as le marketing, t'as les ventes, t'as tout à faire. Et c'était juste trop bien, quoi. C'était vraiment ça, c'était un des meilleurs moments de l'aventure. Je te prends juste une minute pour te présenter mon nouveau partenaire que j'aime de ouf. C'est TheAssistant.com. Je te la fais courte. Il y a 6 mois, je commençais à être débordé. Je passais mes journées à jongler avec des factures, mes DM LinkedIn, réservations de train et j'en passe. Bref, tout sauf avancer sur mes vrais projets. Et là, j'ai découvert TheAssistant.com et je te promets, ma vie a véritablement changé. Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Tu veux tout faire toi-même parce que tu as peur de déléguer, tu as l'impression de perdre ton temps dans des tâches sans valeur et tu te demandes toujours, mais comment je vais faire pour tout gérer? Alors reste avec moi, j'ai la solution pour toi et elle s'appelle TheAssistant.com. C'est comme ton super bras droit, il gère tout pour toi, toutes les tâches qui te bouffent du temps. Tes factures, tes relances clients, ta pré-compta ou encore ton community management, la planification de tes posts, les réponses à tes DM, la recherche de prospects, le setting et même les urgences spontanées comme prendre un billet d'avion, un billet de train, réserver un resto, rechercher un prestataire ou répondre à ce mail stratégique. Tu gagnes des heures et surtout tu gagnes en sérénité. Et crois-moi, après avoir testé, tu ne reviendras jamais en arrière. En plus, tu as 30% de réduction sur ton premier mois avec le lien qui se trouve en description. Donc, tu n'as pas grand-chose à perdre, mais tout à gagner. Le lien est en description. Merci TheAssistant.com de soutenir La Chapelle Radio et bonne écoute à tous. Donc là, vous faites, en fait, ça, du coup, c'est un peu la première étape. Donc là, vous allez livrer les 130 vélos. Puis de toute façon, après, là, du coup, je suppose que c'est parti. Donc, quand on a une marque de vélo, comment on fait? Parce que je suppose on peut pas développer une stratégie en étant 100% full online. Non. Je suppose qu'après, c'est quoi? La stratégie, c'est d'aller convaincre des revendeurs, c'est d'aller monter ses propres shops ou de continuer à faire aussi beaucoup de ventes en ligne. C'est quoi à ce moment-là votre cheval de bataille? Notre stratégie à nous, ça a toujours été une distribution multicanal. Donc à la fois réussir à aller chercher des clients en direct, donc via Internet. Mais depuis, on a ouvert des boutiques, je pense qu'on y reviendra. Et après, il y a plein de revendeurs. Et en France, évidemment. Et le B2B est vachement important parce que ça va te permettre de mailler de façon homogène tout le territoire français et d'apporter en plus toute la dominante, quoi, toute la partie après-vente et entretien à tes clients qui sont dispatchés sur le territoire. Donc en fait, on commence surtout sur cette précommande en D2C. Puis très vite, on va aller travailler le B2B, on participe à des salons, puis on voit que la réception, elle est assez bonne. Et une fois encore, on est à un bon moment du marché où il y a plein de revendeurs qui ont envie de nous Mais il y a aussi beaucoup de marques qui se montent à ce moment-là. Et il y a aussi beaucoup de marques. Il faut être différenciant, faut être différent tout court. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres, vous? Nous, ce qui nous différencie vraiment, quoi, c'est toujours, je me base sur un triptyque, donc je l'ai un peu abordé, le produit. Déjà, notre produit, il est fondamentalement différent, avec cette batterie différente, mais je pense, et en tout cas, c'est ce que j'entends, et sans prétention, on peut dire que notre produit est beau. Il est beau à regarder, tu vois. On a des vélos, voilà, qui ont ce style un peu classique, vintage, qui fonctionne. Ensuite, on a une marque différente, là aussi j'en ai parlé. Et ensuite, notre dernier point de différenciation, et c'est quasiment le plus important, c'est celui en tout cas qui est érigé comme le plus important au sein de la boîte, c'est l'accompagnement client, le service client, l'expérience client. Et ça vaut en B2C comme en B2B. Ouais. Donc, ton client
j'en sais rien, n'importe quel client peut se retrouver un shop de vélo en rade, on va lui répondre en moins de 3 heures. C'est la durée moyenne de réponse sur un ticket. De même, en B2C, nos clients, on les chérit. Et là, on arrive, ça fait 4 ans qu'on est sur le marché, donc on arrive à la première phase de renouvellement. Et tu vois, sur les 130 précommandes qu'on a eues, on a fait une petite OP en fin d'année où on faisait une reprise sur leur premier modèle, on leur vend notre dernier modèle. On en a 75 qui sont venus et qui ont renouvelé l'expérience. Et tous, ils sont juste contents de rouler en Voltaire. Donc ça, c'est cool. Et notre différenciation, du coup, se fait par 3 points là. Et combien coûte déjà le Voltaire ? Le Voltaire, alors maintenant, on en a plusieurs, mais la gamme va de 2300 à 2700 euros, 2800. Est-ce qu'à peu près... on va dire un peu la moyenne, ou vous êtes quand même dans la moyenne haute ? On est un tout petit peu, en fait, on est un tout petit peu au-dessus, puisque c'est 2000 euros le prix moyen en France. Donc, tu vois, ça nous met 15% au-dessus. Et c'est marrant parce que maintenant qu'on s'attaque à l'étranger, on s'aperçoit qu'on est plutôt cheap à l'étranger, notamment dans les marchés du nord de l'Europe, où là, le prix moyen il est plutôt à 3000. Donc, on arrive comme une marque bon marché. Il faut réussir à jouer. C'est un challenge aussi parce que t'es obligé d'avoir la même image de marque, évidemment, en France et ailleurs, mais tu as un positionnement prix qui est un petit peu différent, donc c'est assez intéressant. Et maintenant, avec l'expérience, tu dois quand même avoir pas mal de data. Qui achète vos vélos ? Je suppose que c'est beaucoup de citadins, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est des anciens mecs qui étaient en scooter, enfin anciens mecs ou nanas qui étaient en scooter, ou c'est des anciens piétons, ou c'est des anciens qui avaient un vélo classique et qui veulent aller plus vite et moins se fatiguer? C'est quoi un peu le persona en fait des gens qui achètent? T'as un peu de tout, évidemment. Nous, le persona, c'est 35-45 qui vit dans une grande ville française, maintenant européenne, et plutôt CSP+. Parce que malgré tout, le vélo électrique reste assez CSP+. Et pour répondre à ta question, on voit quand même beaucoup le shift qui a eu lieu entre voiture, scooter d'une part, et ils sont allés vers le vélo. Et c'est pour le coup, c'est un choix qui est vachement rationnel, parce que tu te balades à vélo aujourd'hui dans une ville, c'est le moyen le plus efficace de se déplacer. Tu es sûr d'arriver au bon moment, au moment prévu, t'as pas d'imprévu, t'es le plus rapide. Il y a un côté évidemment écologique qui est important, mais je suis pas sûr que nos clients ce soit ce qu'ils recherchent en premier lieu. C'est une composante, mais pas la plus importante. Et au final, il y a tout ce switch qui a été fait. Aujourd'hui, la mobilité urbaine, c'est avant tout de la micromobilité. Ok. Et alors, si on revient un petit peu en arrière, vous avez donc livré vos 130 premiers vélos. Là, il faut du coup vraiment démarrer la distribution à la dure. Hein. Tu m'as donné tout à l'heure tes chiffres en off. Je sais pas si tu peux les donner publiquement ou. Si, je peux les donner. Donc la première année, on fait 700 000 de CA. On fait 1,5 million la deuxième et 2,2 millions la troisième. Ok. Donc en fait, quand même, à chaque fois, quand même une belle croissance. Qu'est-ce qu'il explique? Alors du coup, je suppose que c'est le multicanal, mais est-ce que du coup, si on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, en fait, dans quelle stratégie vous vous mettez, sachant qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être que 2 avec quelques stagiaires et apprentis. C'est quoi l'étape d'après la première prévente? En fait, il y a donc la première étape tout de suite après la prévente, c'est aller donc faire du B2B, trouver des revendeurs partout en France. Donc là, c'est quoi là? C'est faire des salons ou c'est faire du porte-à-porte? Faire des salons. Faire des salons, il y a un peu de prospection commerciale, mais on a quand même beaucoup de leads entrants. Donc au final, le développement, il est facile, c'est pas le terme évidemment, mais il est quand même moins difficile que ce à quoi on s'attendait, parce que une fois encore, il y a une frénésie sur le marché à ce moment-là. Et il y a un lead entrant qui a changé beaucoup de choses pour le coup. On a Decathlon qui est venu taper à la porte. Ok. Et ils ont pas leur propre vélo? Ils ont leur propre vélo, mais il y avait une telle demande à ce moment-là qu'ils ont regardé pour ouvrir à d'autres marques. Et en fait, Decathlon, on est sur le marché depuis 6 mois peut-être, et ils nous proposent de nous acheter 800 bikes. Et contre 1 million. Et en fait, toute notre croissance de la deuxième année, elle est faite sur Decathlon. Et nous, c'était pas du tout notre stratégie à la base. Tu vois, on se disait, on va faire du D2C, ouvrir nos shops en propre, faire du B2B avec des revendeurs, mais plutôt des indépendants qui font bien leur boulot partout en France. Non pas que Decathlon fasse pas mal son boulot, évidemment, mais c'était pas la stratégie. Et puis, t'as cette possibilité de contrat qui arrive, quoi. Déjà, c'est du chiffre et c'est de la visibilité. Et c'est de la visibilité. C'est un peu cet effet de halo. C'est que si ta marque est allée chez Decathlon,
bah du coup en fait elle est à côté de toutes les grandes marques de tous les secteurs, tu vois. Donc en fait du coup les gens ils se disent bon ok bah c'est une marque qui compte Voltaire quoi. Et bah ouais exact quoi, c'est comme ça qu'on l'a vu, tu vois. Donc bon, on en a évidemment discuté entre nous en board parce qu'on avait déjà évidemment fait rentrer des investisseurs. Est-ce qu'on fait pas? Et en fait la décision elle est très très rapide. On fait. Et du coup on rentre chez Decathlon, même si c'est mais c'est pas la stratégie de distribution de base. Donc tu vois il y a quand même ce petit truc où bon, tu peux te poser la question au final, tu te la poses pas longtemps. Et du coup, on signe avec Decathlon. On sait que c'est un one-shot, ils nous le disent d'entrée de jeu, parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à leurs demandes. Donc on sait que voilà, on fait une entorse un peu sur notre stratégie de base, notre stratégie commerciale, mais c'est pas grave, on fait. Parce que même en termes de prod, c'est-à-dire que vous, en fait, d'un coup, par rapport à tous vos fournisseurs ou quoi, vous arrivez quand même avec des plus gros sabots. Donc je trouve que c'est en fait les feux sont au vert à tous les niveaux quoi. Ouais, on passe de 300 non un peu plus 400 vélos la première année à 1200 la deuxième. Ouais, donc, tu vois, on fait x3 et grosse partie tirée par Decat. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce qui caractérise notre année 2022 où en fait t'as la demande, t'as tes contrats signés, un portefeuille de commandes plein. Là, il faut exécuter pour sortir les vélos. Donc c'est le. Donc c'est-à-dire que toi, ton boulot là, c'est plus en fait un boulot de procurement et de suivi de production, quoi. Ouais, quasiment. C'est un boulot de supply chain. Ouais. Et de supply chain et de financement de la boîte, parce que 2022, on lève aussi des sous. Et en fait, on est dans un business où entre le premier euro que tu sors pour acheter tes composants et le moment où tu vas livrer ton client qui en B2B te paye à 30 voire 60 jours, t'as 8 mois qui s'écoulent. Ouais. Donc chaque vélo de croissance, il faut le financer 6 mois avant. Et donc, le vrai challenge de 2022, c'était production-financement. Ouais, on a mis toute notre énergie là-dessus. Et quand même, dans ce même temps, parce que du coup, il y a une grosse partie Decathlon, mais aussi il y a une partie qui est pas Decathlon. Et ça, en fait, c'est quoi? Je me rends pas compte qu'il y a beaucoup de ventes online, ou est-ce qu'en fait, non, les gens quand même, en fait, surtout quand t'es une nouvelle marque, ils ont besoin de voir le produit, de l'essayer, quoi. Ils ont besoin de l'essayer. Donc clairement. Là, c'est quoi? C'est quasiment que du B2B, en fait, cette année-là. Cette année-là, c'est quasiment que du B2B. On va faire, le chiffre, je l'ai, c'est une centaine de vélos online, mais on pousse pas trop en ads. On sait que, il y a un flux d'une dizaine de ventes par mois. Mais globalement, il y a une stat dans le vélo électrique, c'est 97% des ventes, tout segment confondu, sont réalisés en physique. Donc ça veut dire que 3%. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de secteurs d'activité où c'est le cas. Et ça veut dire qu'il faut hyper bien acheter, parce que ça veut dire que comme il y a quelqu'un qui vient manger sur la corde à linge, on va dire, il faut faire quand même du coup des gros taux de marge. Ouais. Donc je sais pas si c'est des chiffres que vous donnez, mais du coup ça veut dire que un vélo, déjà, tu vas me le dire. Est-ce que vous voulez donner les chiffres? Non, vous donnez un peu compliqué. Ouais, alors, est-ce qu'on peut donner peut-être les chiffres moyens du secteur, que les gens ils puissent un peu se rendre compte? C'est quoi en fait? T'es obligé de faire un x5, x6, x7 en fait? Non, pas tant. Ouais. Et en fait, c'est la grosse difficulté, elle est là. C'est que il y a plein de boîtes dans notre secteur. Il y en a très peu qui arrivent à atteindre la rentabilité, sauf avec des gros volumes, parce qu'il y a une décorrélation entre la marge que tu peux faire, que tu peux t'octroyer, donc le prix de vente que tu proposes, et la perception du consommateur. Dans les faits, et c'est pour ça qu'au Benelux ou en Allemagne, les prix sont beaucoup plus hauts, mais dans les faits, un vélo électrique, ça devrait coûter 3500, 4000 balles. Ouais. Et si tu veux un bon niveau, un bon coef de marge... C'est le prix d'un scooter, quoi. En fait, c'est pour ça que pour les gens réfléchissent comme ça. Ouais, exactement. Et du coup... Non, la difficulté, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de mieux acheter. Et donc là, faut réussir à baisser tous tes coûts d'achat pour avoir une BOM qui est une BOM, donc Bill of Material, un coût composant qui soit le plus faible possible et arriver à avoir des marges dignes de ce nom. Mais c'est le vrai challenge de cette industrie, parce qu'il faut alors à la fois avoir des marges suffisamment importantes, et nous on a ce choix et cette réussite même d'arriver à vendre des vélos en D2C, mais il y a très peu de marques qui y arrivent. Donc en plus, tu lâches 30% à tes revendeurs. Et là, l'équation économique, elle peut vite être compliquée. Ok, et donc là, c'est 2022, c'est un peu votre année Decathlon. Ouais. 2023, c'est quoi? C'est en fait, vous avez plus Decathlon, donc il faut le combler.
Exactement. Parce que du coup, en plus, vous avez sûrement fait des promesses un peu à vos fournisseurs, etc. En disant, on va faire aussi bien, voire même on va essayer de faire mieux. Mais en fait, t'as les 3/4 du chiffre qui s'en vont, en fait, avec Decathlon, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, on revient à notre stratégie initiale. Donc, on se dit B2B avec des revendeurs qu'on connaît, des indeps, etc. Et après, D2C, on peut enfin accélérer là où on veut accélérer depuis le début, c'est le retail en propre. Donc, on ouvre notre boutique en mai 2023, notre première boutique rue de Rivoli à Paris. Ok, belle adresse. Ouais, franchement, elle est trop bien, notre boutique. Donc, 21 rue de Rivoli, si vous écoutez le podcast, allez, venez nous voir. Pour les Parisiens. Pour les Parisiens. Et ouais, franchement, trop bonne adresse, une boutique qui fait l'angle et tout. On a une belle surface de vente. Est-ce que c'est rentable, et là, ça on voit vraiment ce que c'est toute la question. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on y va C'est dur, les shops, vraiment? Et au final, donc là, maintenant, on a 1 an et demi de recul. Et au final, on n'a pas attendu 1 an et demi. C'est méga rentable. Ah, ok. C'est vraiment, on sent qu'on a mis le doigt sur un truc. Ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je pense on sait fournir une expérience client qui est différente de celle qui existe dans le vélo. Et nos clients, ils viennent et nos clients, ils aiment cette expérience. Et donc, ouais, on retombe plus que sur nos pieds. Et ça nous amène à l'année d'après à se dire, OK, bingo, on développe le retail pour de vrai. Et du coup, c'est un autre métier, ça, du coup, c'est un autre métier qui arrive. C'est un autre métier qui arrive et qui est super intéressant. Et parce qu'en plus, je suppose qu'il faut de la place. Ça, quoi. Quand tu vends du vélo en shop, c'est pas comme tu prends ton shop et tu as 2-3 portants et tu mets tous tes pulls, tous tes t-shirts, etc. Là, je suppose que vous avez combien de gammes de vélos maintenant? 2 ou 3? Là, ouais, on a 3 vélos. Évidemment, tu as des coloris. Évidemment, on a des nouveaux programmes qu'on a mis en place, de la reprise sur des vieux vélos, donc nos vieux vélos, mais qu'on reconditionne. On a ouais, du coup un programme seconde vie, donc de vélos d'occasion qu'on vend. Globalement, tu as 15 vélos dans un showroom parce qu'il faut avoir ta gamme complète et donc ça prend beaucoup de place. Et c'est bien dommage parce que moi, j'aurais rêvé d'avoir des petits shops, tu vois, la Jimmy Fairley qui vient mailler une ville ou maintenant des villes parce qu'ils sont partout, avec des petits shops. Et ce qu'ils font, c'est juste, mais c'est des Jimmy Fairley que magnifique. C'est que j'ai là. Ouais, mais en fait, ça se trouve, on a les mêmes, non? On a peut-être les mêmes lunettes, ouais. Je suppose qu'il y a pas, ils ont pas 36 000 gammes. Attends, ouais, mais non, mais je pense que c'est les mêmes. C'est complètement les mêmes. Voilà. Je l'ai en argenté et en gold comme toi. Ah ouais, ok. Du coup, les gold, c'est celles que j'ai à côté de mon lit. T'as les discussions de yeuf, quoi. mais Jimmy Fairley, on les embrasse. Il faut lire le soir, donc t'as besoin de tes lunettes. Ouais. Jimmy Fairley, on les embrasse et on les admire. Franchement, on les admire grave. Ils sont trop forts. Et du coup, on revient à notre problème de surface. Clairement, on peut pas avoir des boutiques comme Jimmy Fairley, mais on a quand même réussi. Donc, si je vais dans l'ordre, on a ouvert d'autres boutiques depuis celle de Rivoli. On en a une à Saint-Germain, donc rue Bonaparte, qui est aussi à Paris, une à Bruxelles. Là, on va en ouvrir une juste à côté du studio d'enregistrement, donc Sentier à Paris. On en aura très vite 3. Et l'objectif, c'est d'en ouvrir évidemment toujours plus. Et sur la place, on a gardé Rivoli comme notre flagship store qui a quand même une certaine surface. Et en fait, les autres boutiques, en tout cas parisiennes, sont des satellites de cette boutique. Et donc, ça nous permet de réduire la place nécessaire. Et tu vois... et t'as quoi 3-4 vélos sur place, en fait? Bonaparte, exactement. Ouais, c'est peut-être 5-6 vélos. T'as pas besoin d'en avoir plus en soir, il faut que les gens ils essayent. Et en fait, il faut qu'ils essayent. Après, ils commandent. Et s'ils commandent, on les livre, mais via notre centre logistique. Et s'ils ont du SAV ou de l'entretien, on les rebascule sur la boutique de Rivoli. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, sur la stratégie là, dans Paris, en fait, c'est quoi? C'est juste pour mailler un peu le territoire, parce qu'en fait, tout le monde ne passe pas rue de Rivoli. Et par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la marque Voltaire, en effet, avoir le plus de boutiques possible, en fait, ça te fait ça te fait ce qu'on appelle le pignon sur rue, en fait, quoi. C'est exactement ça. Moi, je crois vraiment énormément au retail parce que ça a l'avantage de nourrir ta notoriété. Tous les mecs qui passent devant, quoi. Rue de Rivoli, j'ai plus les stats en tête, mais le nombre d'utilisateurs de vélos qui passent chaque jour devant la boutique, c'est juste faramineux. Et donc, tu vas nourrir ta notoriété, tu vas apporter une certaine expérience client et tu vas crédibiliser ta marque. Et au final, on s'aperçoit que ça rejaillit même positivement sur nos revendeurs parisiens. Tu vois, un shop de vélo dans le 17e, en fait, avec une boutique dans le 3e ou dans le 4e en l'occurrence, ou dans le 6e, tu vas pas lui piquer des clients. Par contre, quand il va du 17e, quand il va rentrer dans son shop, il va dire « Ah, mais t'as Voltaire, je connais cette marque, elle me parle. » Et donc, au final, cette stratégie multicanale s'auto-nourrit
Et c'est là où c'est vachement intéressant. Ouais, ça, c'est un peu le dogme de, tu dois forcément les connaître. En plus, on parlait de Jimmy Fairley, ou on parlait même tout à l'heure en off du type français, de Experience Capital. Bien sûr. Avec Frédéric Bius, où en fait, c'est complètement l'ADN d'avoir des marques fortes avec des produits forts et avec une expérience digitale et physique. Ouais, pour rien de cacher, et retail, pardon. Ouais. Non seulement je les connais, mais en plus, ouais, c'est une vraie source d'inspiration. Tu vois, c'est là en ce moment, ils ont quoi en ce moment. Dernièrement, ils ont investi dans French Bastards, les boulangeries. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Exactement. Ouais. Et donc, bon, t'as des nouvelles boulangeries qui pop un peu partout. Et là, ils ont même investi dans BAM Karaoké. Donc en fait, BAM Karaoké aussi. Ils vont vachement dans différentes choses en fait. Et ouais, c'est une vraie source d'inspiration parce que les concepts sont superbement répliqués. C'est lisible pour le consommateur. Les marques, elles sont toutes plus stylées les unes que les autres. Donc ouais, c'est évidemment, je vois ce qu'ils font et j'ai écouté Frédéric Bius. Il était chez Mathieu Stéphanie, je crois. Franchement, je pense que sur les 400 épisodes, en fait, pour beaucoup, c'est un épisode de référence. Et moi, il est largement dans mon top 3 ou 4. Mais déjà pour la partie vraiment éducationnelle, parce que franchement, il te donne le playbook de comment il a tout fait, etc. C'est hyper intéressant. Puis même en fait inspirationnel parce que il s'est vraiment vachement livré. Bon bref, allez l'écouter. Frédéric Bius sur des générations do it yourself, et également Frédéric Bius sur le podcast Bold Way, anciennement Entreprendre dans la mode, qu'il a fait avant celui de chez Matt, qui est également excellent avec Adrien Garcia. Voilà, si vous voulez écouter, mais en tout cas, c'est 2 super épisodes. Exactement. Et tant qu'on est dans la promotion, t'as aussi Anthony, le fondateur de Jimmy Fairley, qui est passé chez The Bold Way, Adrien Garcia, et cet épisode, mais qui doit avoir 4 ans facile, mais qui m'avait vraiment marqué parce que déjà The Bold Way c'est vraiment bien. Ouais. Et ouais, il avait livré plein de clés super intéressantes sur le retail, sur le développement, l'ouverture de boutiques, c'est super intéressant. Moi en plus, franchement, Jimmy Fairley, tu vois, pour revenir à la genèse, moi je me rappelle encore, parce que tu vois, je me rappelle dans les bureaux dans lesquels j'étais à Mérignac, j'avais monté School Touch à l'époque, on est en 2012 ou un truc comme ça. Et en fait, l'histoire de Jimmy Fairley, elle est ouf, parce qu'en fait, ils se rencontrent. Je sais pas si ça existe encore, ça. Tu te rappelles, toi, des startup week-ends? Et en fait, il se rencontre avec son associé à un startup week-end. Moi, c'est mon cas aussi. Je te laisse développer. Ah, mais vas-y, ça fera une super transition. C'est vrai que j'ai un peu sauté le truc. Mais ça ferait comme si j'avais préparé le podcast. Je prépare jamais les épisodes. Et en fait, ils se rencontrent comme ça. Et en fait, le startup week-end, encore une fois, je sais pas si ça existe encore. C'est une sorte, en fait, un peu de hackathon, où tu dois en fait monter une boîte en un week-end. Tu vois, on te met en petit groupe et tu dois en fait monter la boîte, etc. Il y a des jurys, des coachs. Enfin, je sais pas exactement comment c'est, parce que je l'ai jamais fait. Mais avant, il y en avait partout. Tu le résumes très bien. Et nous, donc 2019, 2018 même. Donc je démissionne et je sais pas ce que je vais faire. Tu vois, j'avais des side projects, je sais pas. Du coup, je m'inscris naturellement à ces week-ends-là. Et eux, c'est le Startup Weekend de Toulouse. C'est exactement ça. Ah ouais, ok. Toi aussi? Non, pas Toulouse, du coup. Non, en fait, il y avait des Startup Weekend dans toutes les grandes villes. Partout, comme il y a des TEDx, c'est partout, c'est une vraie marque. Et en fait, ils rencontrent franchement, on va quand même faire un peu un fact-checking, parce que comme c'est loin, je me rappelle pas si je dis exactement ce qui est. Mais en tout cas, voilà, l'histoire naît là-bas. Ils montent le truc et ils se disent, vas-y, en vrai, c'est cool ce qu'on va faire. Donc c'était le principe de buy one, give one. T'achètes une paire de lunettes, ils donnent une paire de lunettes à des gens dans le monde. Alors, je crois que c'était principalement en Afrique, qui n'en ont pas les moyens. Donc, tu vois, c'était la grande mouvance de l'époque. Et je crois que l'un ou l'une de leurs premières business angels, c'est Céline Lazorte de Litchi, qui à l'époque est notre star. C'est notre premier rôle modèle, Céline Lazorte aussi, de Litchi. Toulousaine aussi. La Garonne en force. Bon, même si nous, on vous aime pas trop, mais c'est un peu le derby de la Garonne, mais bon, c'est pas grave. J'en ai connu des derbys de la Garonne, mais bon. Côté Ville-Rose, évidemment. Qui revient un peu niveau rugbystique. On vous respecte quand même. Vous nous avez mis une belle branlée l'année dernière, on va pas en reparler. Et voilà comment Jimmy Fairley est né. En fait, aujourd'hui, c'est une masterclass, Jimmy Fairley, je trouve, quoi. C'est une masterclass. C'est parfaitement résumé et ils sont partout. Moi, ce que j'admire, c'est je sais pas qui est leur designer ou leur archi d'intérieur, mais capable de tout de suite, tu vois un shop, quel qu'il soit, il a l'ADN Jimmy Fairley et il y en a pas deux qui se ressemblent. Et ça, pour moi, tu vois, je suis dans ces problématiques-là parce que évidemment, nous, l'objectif, c'est d'en ouvrir 4 cette année. Donc évidemment,
pas du tout dans les mêmes proportions, mais quand même, il y a ce fil directeur, ce fil conducteur à trouver. C'est un autre métier, encore une fois. Et c'est très compliqué. Ouais. Et c'est juste, ils sont juste trop forts. Mais il faut que tu parles, en fait, du coup, avec tous ces gens-là, en fait, de toutes les boîtes du portefeuille d'Expérience Capital. Là. Comment elle s'appelle cette marque de fringues qu'ils ont, là Merde, je vais bugger. Qui paraît qu'ils ont beaucoup de shops. Je vais pouvoir t'aider. Parce ils ont eu, non, Sœur, c'est fini. Ils ont Balibari, Figaré. Voilà, Balibari. Et pareil, ça, je crois que c'est chez Matt Stéphanie aussi, le mec de Balibari qui est dedans et qui explique toute ta stratégie. Ou alors, je confonds, c'est peut-être Frédéric Bus, en fait, qui raconte la stratégie retail de Balibari. Et pareil, c'est une masterclass, ce truc. Je crois que moi, le fondateur de Balibari, je crois que je l'ai entendu dans Entreprendre dans la mode. Ah, c'est peut-être ça. Chez Adrien Garcia. Donc, Entreprendre dans la mode qui s'appelle aujourd'hui Boldway. Boldway, maintenant. Ouais. On va respecter sa brand quand même. Parce qu'en fait, je pense qu'il a voulu un peu sortir du 100% mode et faire un peu de tout. Et donc, c'est pour ça qu'il a rebrandé son podcast. Mais du coup, restons sur ce sujet parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Quand vous montez le premier shop, je pense qu'encore une fois, pareil, il y a beaucoup de naïveté. On cherche vous vouliez un emplacement cool quand même? Ouais, on voulait un bel Parce que là, tu me parles de rue de Rivoli, mais je suppose que du coup, ça doit coûter une tonne. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est un droit au bail? Comment ça s'appelle? Moi, j'y connais rien. Alors, ouais, t'as différentes façons d'avoir des baux commerciaux. Soit t'as du 369, c'est ce qui est le plus répandu. Donc, tu t'engages sur 3 ans et renouveler tous les 3 ans et tu peux résilier tous les 3 ans. Soit t'as des baux dérogatoires. En l'occurrence, nous, c'est un bail dérogatoire. Donc, on s'est engagé sur 24 mois, d'abord et ensuite on l'a transformé en bail 369. Mais du coup effectivement ça coûte une blinde, c'est quand même une vraie charge que tu fais peser sur ton entreprise, mais c'était quand même calculé. Je nous revois, c'est moins naïf que de se lancer entrepreneur dans le hardware. Honnêtement, ouvrir une boutique, il y a quand même plein de gens qui le font. Et évidemment, au pire, t'auras perdu un peu d'argent, mais bon, t'auras quand même fait de la com, il y aura forcément eu des points positifs. Exactement. Ça peut pas être un bid, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est un business plan que tu fais tourner et tu vois ta marge d'erreur et ce que tu peux réellement perdre. Au final, ce que tu peux perdre, fondamentalement, c'est pas forcément plus gros qu'une campagne de métro, tu vois. Ouais. Et donc, tu fais une semaine dans le métro ou tu ouvres un shop pendant 1 an, les retombées sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est pour ça que je suis un gros partisan du retail. Moi, je pense que de toute façon, tu retombes sur tes pattes, surtout pour un produit comme le vélo où les gens ont besoin de le voir, quoi. Ils ont besoin de comme du coup en wholesale. Donc en fait, retail, c'est quand tu as ta propre boutique. Wholesale, c'est quand tu es vendu par un revendeur. En fait, il y a un tel sujet de marge dans le wholesale que c'est là que le retail prend tout son sens. Mais dans le retail, c'est toi qui prends le risque, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes les gens, qui doit faire préparer l'expérience. Encore une fois, c'est comme un peu ce setup là qu'on a de podcast. Ça paraît simple, mais en vrai, les mecs, ils ont dû passer énormément de temps à réfléchir, à prendre les bonnes choses, etc. Enfin, c'est simple et compliqué, quoi. Simple et compliqué. Compliqué, pardon. Ouais. Non, mais tout à fait. Mais moi, je crois vraiment que d'un point de vue distribution, le wholesale nourrit le retail et le retail nourrit le wholesale. Vraiment, je suis un vrai partisan de cette multicanalité. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Je l'aurais dit comme ça. Ça sonne bien, je trouve. Parfait. Ok. Et donc, du coup, là, vous avez ce premier shop, là, tu m'as dit, donc vous en avez déjà 3 ou 4? On en a 3,5 parce qu'on en a 2 à Paris. Celui qui est à côté, là, Sentier, là, c'est en cours? Celui-là, je le compte pas. Donc, si on le compte, ça fait 4,5. Donc, ça fera 3 à Paris, 1 à Bruxelles, qu'on opère en direct. Et on en a un à Séoul, en Corée du Sud. Parce que, alors ça, c'est l'été 2023. Il y a un mec qui m'écrit sur LinkedIn, je viens de passer dans ton shop, je viens de tomber amoureux. Je me fais, mais what the fuck, qui c'est ce gars? Donc je le stalk un peu, je l'espionne, pardon s'il y a trop d'anglicisme. Et du coup, je vois que le gars, il a monté une marque qui s'appelle Swing Mobility, et en fait, c'est le Lime coréen. Ok. Et donc, je me dis, il est peut-être crédible. Donc je le rencontre. Et le gars me dit, moi, je veux me lancer dans la distribution de vélos en Corée parce que il y a des interdictions qui pèsent sur moi, sur mon business de free floating en Corée. Et donc, faut que j'essaie de me diversifier. Et je suis tombé amoureux de ta marque. Je veux la distribuer en Corée. Et du coup, évidemment, bingo. Le gars, en plus, entrepreneur coréen, mais qui le Lime coréen, il fait 100 millions de CA, c'est une énorme boîte. Ah ouais. Le gars, il est juste trop fort.
il connaît bien la culture française parce qu'il a fait son MBA à l'INSEAD, etc. Donc, tu vois, il y a une part d'admiration, une part de cool et une part juste, j'ai trop apprécié bosser avec lui et je bosse encore avec lui. Et en tout cas, il y a un fit immédiat. Et du coup, je me dis, vas-y, bingo, on part en Corée. Et on s'est lancé via son biais en Corée en septembre 2023, donc il y a 1 an et demi. Et il a donc la distribution exclusive sur le territoire et il a une boutique à Séoul, qui est une vraie boutique Voltaire, exactement comme tu pourrais y retrouver à Paris, mais c'est lui qui l'opère. Donc c'est pour ça que je dis et demi, c'est pas tout à fait la nôtre. Ok, donc c'est quoi? C'est comme une franchise du coup? En fait, il a un contrat de distribution nationale où il nous achète des bikes. C'est comme si c'était un revendeur, sauf qu'il utilise la marque. Exactement. Okay. Voilà, exactement. Et en échange de ça, vu que, soyons honnêtes, le marché coréen, il n'est pas extrêmement stratégique pour nous, on lui a donné l'exclusivité nationale sur le pays. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes plus faire un kiff, en fait. Même si du coup, il y a quand même du business. Il y a du business, il y a du bon business et il y a un côté kiff, clairement. Ouais. Parce que quand tu vas à Séoul et que tu fais, soit déjà on a ouvert cette boutique, mais même on a fait des partenariats avec des palaces, etc. C'est quand même un truc de fou de voir des Voltaires en Corée, quoi. Je m'en suis pas remis. Et du coup, il y a un mix business et kiff, mais je crois que c'est ce qu'on cherche tous dans l'entrepreneuriat. Tu peux pas que vivre par le business. Et là, du coup, le but, c'est quoi? Donc, c'est quand même de continuer à aller à fond. Donc, encore une fois, sur cette multicanalité. On va utiliser ce mot-là jusqu'à la fin parce que franchement, il est quand même très joli à dire. Très difficile, mais très joli. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est de continuer à mailler Paris, d'aller attaquer les autres grandes villes de France, les capitales européennes. Je suppose tout, mais tu vas faire ça dans quel ordre? Il y a forcément un ordre. Donc oui, pour répondre à ta première question, la multicanalité, c'est l'objectif. On continue d'avoir un commercial au sein de l'équipe qui s'occupe uniquement du B2B. Donc il va y avoir des revendeurs un peu partout en France et Benelux, et ça nous permet de nous développer de cette façon-là. Sur le reste de la France, on a évidemment envie d'accélérer sur le retail en propre, donc sur nos points de vente. Pour rien te cacher, aujourd'hui, les villes qu'on regarde sont Lyon, Bordeaux, Anvers en Belgique, puisqu'on a déjà un pied en Belgique grâce à Bruxelles, et la périphérie parisienne. Donc ça pourrait être Boulogne, ça pourrait être Neuilly. Après, c'est une question d'opportunité. Tu restes en veille. C'est un peu comme quand tu fais un projet immobilier. C'est un business d'IMO, en fait, après, du coup. Exactement. C'est un business d'IMO. Tu es en veille, tu es en contact avec la dizaine de boîtes de brokerage sur la place parisienne, bordelaise, lyonnaise. Puis ils te font parvenir des dossiers. Puis quand t'en as un qui coche plusieurs cases, t'y vas. Et là, à Bordeaux, t'as déjà visité des trucs, là? J'ai rien visité, je connais pas bien Bordeaux. Je suis resté vraiment côté Toulouse, tu vois, quand j'étais dans le sud-ouest. Mais tu peux venir, tu verras ce que c'est une belle ville de province et tout, hein, du coup. Hein. Non, mais évidemment, je vais venir belle ville de région, pardon, on n'a plus le droit de dire province. Et ouais, bon, après, vu qu'on est 2 régions tous les deux, on peut peut-être dire provincial. Mais moi, j'essaie quand même de me respecter, j'habite en région puis en province. Ouais, ok. Bon, je sais pas, j'ai jamais vu ça comme. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est parti. En fait, l'idée, c'est que les provinciaux disent jamais je suis un provincial. C'est qu'en fait, provincial, du coup, c'est un mot de qui? C'est un mot des Parisiens. Donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, on dit en région, comme ça, ils peuvent plus dire. Bref. Les régionaux. C'est le politiquement correct. Hein, non, mais on les emmerde aussi. C'est vrai. Et du coup, ouais, Bordeaux est une ville qui nous intéresse vraiment parce que oui, le centre-ville de Bordeaux. Alors, j'y suis quand même allé 1 ou 2 fois et je passe beaucoup de temps sur Google Maps à me balader dans le triangle d'or. Je suis en train de chercher en fait où est-ce que tu pourrais être. Bon, en fait, de toute façon, il y a un tel turnover des boutiques. Moi, maintenant qui ne vais plus trop me balader dans le centre-ville de Bordeaux, j'y vais genre tous les 3 mois. Mais en fait, à chaque fois que je viens, je dis putain, il y avait un resto là, il a disparu, ça a un autre et tout. Enfin, moi, genre, ça fait 15 ans que j'habite à Bordeaux. Des fois, il y a des emplacements. J'en suis au moins au 7e propriétaire, quoi. Tu vois, c'est. Et particulièrement en ce moment. Ouais, quand même, là, les boîtes tombent comme des mouches. Il y a un turnover de fou, quoi. Donc ça, c'est quand même un peu gênant. Nous, ça nous est bénéfique d'une certaine manière, vu qu'on est en train de chercher. Mais ouais, c'est compliqué quand même. Je vois pas d'autres marques de vélos électriques qui ont cette stratégie. Alors, encore une fois, c'est parce que moi, c'est à mon échelle, encore une fois, bordelaise. Peut-être que si on se balade à Paris, il y a plein de shops de vélos électriques, j'en sais rien. Aujourd'hui, c'est qui vos principaux concurrents? En fait, je me rends pas compte de la taille de tes concurrents. Parce que bien sûr, encore une fois, je connais Angel Bike parce que j'en avais acheté un à l'époque. Mais parce qu'encore une fois, il y avait la hype de Simoncini à la télé, machin et tout. Donc,
Je disais, pourquoi pas, il y avait un tel prix sur la première pré-vente, tu pouvais payer en 60 fois, enfin bref, c'était $1 quoi le truc. C'est qui du coup vos autres gros concurrents là-dessus, que je comprenne? En fait, t'as deux types de concurrents, et ça rejoint un peu la genèse de notre projet. T'as soit des marques comme Angel, mais t'as Cowboy, Van Moof. Ah oui, voilà, Cowboy, c'est ultra. Mais c'est français, ça? Ils sont belges, ils sont de Bruxelles. Belges. Et ces marques-là, elles ont choisi le direct to consumer. On bosse pas avec des revendeurs. Et très généralement, il y a un côté Tesla du vélo, hyper connecté, etc. Donc ça, nous, on a voulu pas aller là-dedans parce qu'il y a un côté low-tech qui nous plaît aussi dans le vélo, dans la durabilité du produit, etc. Et après, il y a d'autres acteurs qui sont peut-être un peu plus traditionnels, qui elles, choisissent uniquement le B2B. Et donc, je sais pas, t'as Eau de Fil, Moustache, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ouais, mais je ne connais pas. J'avoue, Cowboy, je connais, ouais. Cowboy, ils ont fait beaucoup de marketing, et ils ont une super marque, ça c'est sûr. Cowboy, c'était bien trouvé, quoi. Ouais. Franchement, cette marque, elle est magnifique. Bon, c'est un concurrent, mais je connais un peu Tanguy, qui est le fondateur. Déjà, les mecs, ils sont très cool. Bon, ils sont belges, donc par définition, ils sont très cool. Vous parlez entre vous un peu? Ça nous arrive. Est-ce qu'il existe un petit quelque part un WhatsApp des fondateurs de marques de vélo électriques? Alors, il y a un WhatsApp de fondateurs de vélo électriques dans lequel il n'y a pas les fondateurs de Cowboy parce qu'il est très français. Et donc, Cowboy, ils sont belges. Mais malgré tout, c'est une petite industrie, on se connaît tous, évidemment. Comme d'ailleurs, je crois que toutes les industries, c'est comme ça, où tu gravites dans les mêmes salons, les mêmes événements, et puis au final, tu finis par échanger. Faites pas la guerre? Non. Il n'y a pas de... Peut-être que certains le font, mais moi, c'est pas du tout mon style. Moi, je pense que la concurrence se nourrit, et vaut mieux être dans la configuration de marché d'il y a quelques années, d'un marché ultra booming avec plein de concurrence, plutôt que dans des marchés un petit peu plus compliqués où les marques sont moins à l'aise, voire se retrouvent en liquidation. Donc non, on s'aide, on s'entraide. Et puis l'objectif in fine, c'est quand même de mettre des vélos partout dans les villes. Et je pense que c'est une bonne cause, quoi. Et c'est toujours un marché qui est en grosse croissance ou quand même il y a un plateau là? Non, justement, c'est un peu ce que je te tends un peu la perche, mais il y a eu en fait, la courbe de long terme reste positive, sauf qu'il était prévu entre 2020 et 2035 qu'il y ait une croissance de 5% annuelle, et qu'en entre 2020 et 2023, on a plutôt fait 40% de croissance annuelle. Donc en fait, il faut que la courbe de court terme rejoigne la courbe de long terme, et ça passe par 2-3 années un petit peu difficiles. Et clairement, 2023-2024 ont été des années quand même en France où le marché a décru. Ouais, mais en fait, comme beaucoup d'industries, en fait. Comme beaucoup d'industries. C'était plus conjoncturel que par rapport à votre produit, en fait, non? En fait, il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a, évidemment, il y a le côté conjoncturel, et je crois qu'il n'y a pas besoin qu'on s'attarde sur le contexte politique, économique, etc., qui est bien compliqué. Et il y a aussi quelque chose qui est lié à notre business, qui est sectoriel. C'est que il y a eu un taux d'équipement qui a été quand même très fort pendant quelques années. Et il n'y a pas de repeat, quoi. Et il n'y a pas de repeat. Quand t'as un vélo, t'as un vélo, quoi. Il y a un repeat au bout de, si c'est comme dans la voiture, 4-5 ans. Mais de toute façon, les années très fortes, ça a été 2021-22. Donc, le repeat, c'est 25-26. Donc, le 23-24 ont été des années quand même assez compliquées pour l'industrie. Et au-delà de ça, il y a eu une petite enflammade de 22-23, 21-22, d'un peu tous les acteurs de la chaîne. Tout le monde s'est dit waouh, ça y est, le vélo c'est tellement booming. Donc vous avez produit comme des maboules. Exactement. Alors, en fait, les temps de production étaient très longs à l'époque. Donc toutes les marques ont fait des commandes de composants colossales. Vous les premiers? Nous les premiers, nous les premiers. Alors on est un petit peu différent des autres. Je vais y revenir. Mais grosso modo, il y a eu une fabrication de composants colossale. Les marques ont quand même assemblé les vélos de façon bien trop importante, et les magasins avaient des stocks énormes aussi. Donc la demande, elle a un tout petit peu fléchi, et l'offre, il était prévu qu'elle augmente. Donc il y a eu un effet de surstock. Pardon pour le micro. Il y a eu un effet de surstock sur tous les maillons de la chaîne qui fait que ça a créé un goulot d'étranglement où ça a été assez compliqué. Et nous concernant, on a fait des commandes importantes, mais il faut savoir qu'on est un tout petit acteur au regard des volumes de l'industrie. Donc en fait, quand tu vas voir un Shimano, que tu lui dis « Ouais, j'avais prévu 4000 freins à disque »,
pour l'année prochaine, je t'en prendrai que 2000. En fait, ils s'en fichent parce que à côté, tu as des marques. Je prends Decathlon, mais Decathlon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais eux, ils ont commandé en millions. Oui. Et eux, ils vont diviser la demande par 2, et donc il y a 500 000 d'impact, tu vois. Nous, nos 2000, ils s'en fichent complètement. Ils arrivent à nous annuler la commande. Donc, c'est là où il n'y a pas eu trop d'impact pour nous. Et nous, on était même un peu à l'envers du reste du secteur l'année dernière, où on n'arrivait pas forcément à répondre à la demande en raison de rupture de stock. Parce qu'une fois encore, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, le BFR, notre cycle de production étant ce qu'il est, si tu veux faire de la croissance, ça tire sur le BFR. Et en fait, là où ça bloque, c'est les financements après. Où tu dis, j'ai le potentiel pour faire X% de croissance, mais je me contenterai d'un Y qui est en fait 2 fois inférieur à X parce que de toute façon, j'ai pas les financements pour le faire. Vous avez été obligé de relever, vous, non? On a levé une sorte avec de des seed BA, en 2020 ouais. Et on a fait une levée à l'été 2022. Et là, avec qui? Avec un fonds? Avec un fonds londonien qui s'appelle IO Capital, mais qui est détenu et monté par 2 entrepreneurs français qui ont fait une boîte énorme qui s'appelle Maesa, donc dans les cosmétiques, qu'ils ont revendu et du coup, ensuite ils ont monté leur fonds. Et c'est l'idée de leur fonds, c'est vraiment c'est du consumer brand, typiquement comme Voltaire. Ils ont quelques marques, notamment une autre dans le vélo qui s'appelle Café du cycliste. Et c'est voilà, ils nous accompagnent depuis 2 ans et demi maintenant. Et là, en fait, du coup, vous avez eu besoin de cet argent. Pourquoi? Parce que en général, les fonds, ils vont pas filer d'argent pour financer un BFR ou quoi. C'était quoi? C'était comment vous l'avez vendu le truc? Si? Ouais, alors non, t'as complètement raison. Les fonds, ils veulent pas financer du BFR. Ouais. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu faire un effet de levier où on a contracté de la dette et c'est avec la dette qu'on a nourri le BFR. Ouais. Mais souvent c'est ça, tu peux lever de la dette BPI banque, mais il faut l'adosser avec une vraie levée de fonds derrière. Donc du coup avec des vrais capitaux propres sur la boîte. Exactement ça. Ouais, exactement. Et donc on lève 3,5 millions en equity, en capitaux propres. Ce qui est pas mal, hein. Fait 1,5 million. C'est une belle levée. C'est avant le bordel, non? C'est la limite du bordel. Parce que vous êtes 2022, on est par là, non? Août 2022. Ouais. On est vraiment, on est. Genre, si vous aviez levé 6 mois plus tard, c'était mort, je pense. Je pense que ça passe pas 6 mois plus tard, ouais. On a eu beaucoup de chance. 3,5 millions pour pour être consumer hardware, ouais, c'est une belle performance, ouais. On s'en sort bien, Et puis en plus, ouais, on a ajouté des vraies compétences. Parce qu'une fois encore, tu vois, les 2 entrepreneurs qui ont monté YouO, ils sont avec nous, pas quotidiennement évidemment, mais de façon assez récurrente, et ils nous apportent, quoi, dans le développement de la boîte. C'est vraiment super. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire sur la levée. Si, sur ce qu'ils ont financé, du coup. En gros, ça a été avant tout du people. On a pris des commerciaux, donc du B2C, du B2B, t'investis en ouvrant les boutiques. Un peu de marketing aussi. On se payait une petite campagne de métro. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, où je pense. Et alors, attends, vas-y, on fait un laïus là-dessus. Ça coûte combien une pub dans le métro? Alors, peut-être que vous êtes tombé sur une bonne occasion. Là, tu sais, c'est toujours des bonnes occasions. Donc ouais. Les gens de la RATP vont pas m'aimer. Mais grosso modo, ils t'affichent toujours entre 100 et 120 000 la semaine pour 120, 180 faces. Et nous, on la touche à 40 000. Et je pense, globalement, c'est ce que ça vaut. T'arrives toujours, quoi. Selon les retours d'expérience que j'ai. Tous mes potes qui ont des marques et qui ont fait de la pub dans le métro, t'es toujours à 35-45 000 euros. Parce qu'en fait, c'est quoi? En fait, ils se sont pris une annulation et en fait, ils doivent remplir les trous, quoi, en fait, quoi. En fait, je pense, mais je pense même je connais. En fait, c'est peut-être le vrai prix. J'ai du mal à comprendre la stratégie. Je crois que c'est un peu le vrai prix maintenant. En fait, c'est un peu comme les vendeurs de formation, d'ailleurs, moi le premier, hein, qui vendent des trucs à 490 euros au lieu de 1500 euros et c'est toujours affiché en prix barré. C'est toujours à 490. Bref. Voilà, ouais. Mais alors, du coup, c'est quoi les répercussions, ça? T'arrives à le calculer ou c'est difficile? Déjà, t'arrives pas vraiment à le calculer. Tu sais un peu peut-être le trafic sur le site et sur les réseaux, non? Ouais, mais même pas suffisamment. Tu vois, Tu pourrais, si tu mettais un code promo et un QR code à la rigueur. Ouais, c'est vrai que tu pourrais, mais ouais. J'ai vu des marques des fois, tu sais, faire le code métro Paris ou un truc comme ça. Ah ouais, tu vois, ça, j'avais pas pensé à le faire. Tu m'appelles la prochaine fois si tu veux des idées. Évidemment. Et ouais, on a vu une augmentation de la fréquentation de notre site, clairement. Mais c'est aussi couplé au même moment, on a fait notre migration sur Shopify. Et je pense qu'on peut faire la promo de Shopify. C'est quand même de la balle. Et du coup, ça nous a quand même permis, passage d'un site WordPress à Shopify, quoi. Ah, vous aviez encore un site WordPress avec WooCommerce? Avec WooCommerce, exactement. Bon, il paraît que c'est pas de la merde non plus, hein, mais
c'est pas trop catastrophique, mais on a quand même changé de vie au même moment du coup que cette campagne, et donc la hausse du trafic, elle peut aussi être liée à ça. Mais bon, il y a quand même il y a eu des effets. Et toujours est-il que la conclusion d'une campagne comme ça, et ça vaut pour à peu près toutes les campagnes non web, donc tu fais du print dans un magazine ou de l'affichage avec JC Deco, c'est impossible d'avoir des vrais indicateurs de performance. Et ça, moi, ça me gêne, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez héroïste et du coup, ça m'a gêné. Avec le recul, donc ça fait 2 ans et demi, oui, la notoriété, elle a augmenté, mais j'ai pas le sentiment d'avoir bien dépensé notre argent. Le vrai, c'était post-levée, t'étais encouragé aussi, quoi. On était encouragé par ton board à dépenser. Mais si c'était à refaire, je préfère, pour le même prix, t'ouvres une boutique. Ouais. On y revient. Avec seulement 30 000 euros? Ça vaut un peu plus cher, je pense. Non, mais pour reprendre exactement ce qu'on a fait, t'as donc 40 000 euros de campagne métro. On a fait un shooting studio qui était plus cher que ce qu'on se permet habituellement, et on s'est aussi payé une campagne d'affichage pour le coup dans les villes, tu vois, Métrobus. Ah oui, ok. Et du coup, on a mis plus de 100 000 euros dans l'histoire. Ok, c'est là où vous avez fait un peu les crackers. On a fait un peu les crackers. Ok. Un peu les crackers. Mais bon, écoute, voilà. Et donc c'est là où je fais la comparaison avec ouvrir une boutique. Ça aurait été probablement plus. Et sinon, vous faites aussi, je sais pas, est-ce que vous faites aussi des campagnes d'influence ou des choses comme ça, ou c'est pas trop. Enfin, aujourd'hui en marketing, en termes de, j'ai bien compris en fait votre stratégie de distribution, stratégie de vente, mais en termes de stratégie du coup plutôt d'acquisition et de marketing communication, vous faites quoi grosso modo? Ouais, tu mets le doigt sur un peu le cœur de notre stratégie, c'est à la fois de l'ADS, hein, évidemment. Tu vas travailler, bien sûr. Tu vas travailler sur Meta et Google, hein, c'est une grosse avec partie, du statique, de la vidéo, la vidéo de lifestyle, c'est quoi en fait? Les deux, les trois même. On se rend compte quand même que la vidéo fonctionne très bien, évidemment. Le format, je sais pas pourquoi le terme m'échappe, mais tu sais, d'interview d'un client. UGC, merci. Le format UGC fonctionne évidemment. User Generated Content, contenu généré par l'utilisateur. Ouais, j'ai ça pour ma mère qui écoute de temps en temps. et ça marche très bien. Et après, l'influence, on en a fait. On a travaillé avec quelques, alors pas forcément influenceurs ou influenceuses, plutôt des gens qui ont un métier qui les a mis sur le devant de la scène. Donc je pense, tu vois, typiquement, hier j'ai échangé avec Justine Hutto. Justine, elle est entrepreneur, mais elle roule en Voltaire et elle le dit sur ses réseaux. Même chose. Et là, vous faites quoi? C'est des influenceurs que vous rémunérez ou en fait la rémunération, c'est tu donnes le vélo? C'est un gift. Ouais, ok. C'est un gift. Et c'est déjà un beau cadeau, tu vois. C'est un très beau cadeau. Sur une pièce à 2500 euros. Et de même, Marine L'Orphelin, Laurie Tillman, tu vois, on travaille avec elle. On discute avec des acteurs aujourd'hui. Et pareil, des nanas comme elle, c'est que du gifting? Ouais, c'est que du gifting. Okay. Mais en fait, je crois qu'on a beaucoup de chance parce qu'elles adorent leur Voltaire et qu'on aurait pu rentrer dans une relation rémunérée à un moment, mais elles l'ont pas voulu et elles sont ambassadrices juste parce qu'elles sont contentes de rouler à vélo. Et c'est pas, tu vois, on n'a pas de... Avec Laurie, typiquement, ça fait bien 2 ans qu'elle roule en Voltaire. On s'est jamais mis d'accord sur un format de story, de réel, de quoi que ce soit. Et elle en fait tout le temps. Et elle poste ultra régulièrement. Donc ça c'est top, quoi. Ouais, c'est vraiment un vrai client entre guillemets qui montre qu'il est satisfait. Et pour revenir à la stratégie marketing, donc t'as donc le levier ads, le levier influence, même si on fait un peu moins d'influence maintenant. Et après il y a de façon très très terre à terre, il y a les salons. Qui ont une importance assez forte pour nous parce que c'est là qu'on tu fais de la vente B2C aussi dans les salons? Alors très peu. En France, ça n'existe pas de salon consumer dans le vélo. C'est fou ça. Ouais, s'il y en a. Non plus, je dis des bêtises. Il y en a des petits salons. Il y en a un à Strasbourg. Il y en a un à Paris aussi qui s'appelle Vélo in Paris. Et après, il y a des salons B2B. Et nous, on participe à les 3 salons dans l'année, les 3 principaux. Un à Paris qui est B2B où tu as tous les revendeurs qui viennent. Un en Belgique, et là pour le coup il est B2B/B2C, et on a le grand salon international qui est à Francfort. Et ça c'est quand même une partie assez importante de notre marketing aussi, parce qu'un salon c'est... Les salons c'est un délire. Hein. C'est un délire. T'aimes encore les faire là? Ou ça commence à tirer? Ouais, je dirais pas que j'aime encore. Il y a des côtés qui sont sympas, mais c'est tellement énergivore. Beaucoup d'énergie. Ah la vache. Puis ça va vous coûter une tonne en plus. Ça nous coûte. Mais je suppose que c'est toujours héroïste les salons. C'est méga héroïste. Ça te permet de
comment exprimer ça? Uniquement financièrement, c'est sûr que c'est héroïste. Et puis après, tu vois, on est. T'es presque un peu obligé en plus. Si t'es pas là, ça veut dire que t'es mort, quoi, en fait, peut-être. Bah, c'est un peu la rumeur qui se propage. Tu vois, cette année là, donc le salon en Belgique, on y était il y a 2 semaines. Il y avait quelques grosses marques absentes. Évidemment, tout le monde dit tiens, ils sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Coupe budgétaire. Coupe budgétaire, ouais. Donc ouais, il y a un côté message envoyé. Et puis après, il y a un côté que j'aime bien quand même dans les salons, au-delà de l'aspect énergivore, etc. C'est pour le coup, c'est le moment de l'année où tu retrouves vraiment tes équipes. Moi, j'ai des commerciaux qui sont sur la route, un directeur commercial qui est un de mes meilleurs potes, que je vois jamais non plus. Pour la culture, c'est pas mal les salons. Et en fait, on est tous ensemble, on va boire des bières le soir, on fait du sport le matin. Et un côté Avengers, c'est pas dégueulasse. C'est trop bien, exactement, exactement. Et le côté Avengers, il est bien trouvé parce que c'est exactement ça. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as une mission à accomplir et puis tu le fais en équipe et c'est génial, quoi. Non, clairement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur proche là, de Voltaire? J'ai bien compris que les gros chantiers, c'était quand même la partie retail, avec du coup la recherche de nouveaux shops. Mais sur le reste, en fait, c'est quoi après? Le reste, c'est continuer en fait à le développer. Je suppose que vous avez stratégie commerciale pour la partie wholesale, et je suppose continuer à parfaire vos stratégies sur la partie B2C web. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres gros chantiers que peut-être vous préparez, des nouveaux produits ou autres? On a des gros chantiers. Alors c'est vrai qu'on s'est attardé que sur vente et marketing quasiment. On a des vrais chantiers sur supply chain et prod, et notamment puisque je me suis pas attardé dessus, mais on a commencé par Romilly-sur-Seine. Il y a 2 ans, on est parti au Portugal, parce que l'assembleur pouvait absorber plus facilement nos volumes et à des coûts, faut pas se le cacher, qui étaient meilleurs. Et là, on est en train et on va très rapidement communiquer dessus. On fait un retour au Made in France. Donc, on va être assemblé dans une usine en Normandie. Et ça, c'est évidemment un énorme challenge pour nous. Parce que évidemment il y a les coûts associés, mais il faut changer toute une supply chain, la réorienter vers la France. Le côté Made in France, c'est important pour les gens encore ou Je pense. Tu sais, moi je me sens européen. Moi, que tu sois au Portugal ou en France, j'aurais pas une moins bonne ou une meilleure image de toi, en fait, quoi, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a le Made in Europe, c'est sûr qu'il est important. Ah, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Par contre, si tu me dis que t'es fait en Asie ou que t'es fait au Portugal, là, par contre, ma vision de toi et de ta marque, forcément, elle est pas la même. Mais pour moi, Portugal ou France, je suis en vrai, pour moi, c'est kiff. Et ouais, donc je pense que c'est assez similaire. Il y a quand même un certain nombre de clients qui préfèrent le Made in France, et c'est particulièrement vrai en B2B où tu as des revendeurs qui ne souhaitent distribuer que des marques françaises, 100% françaises. Okay. Et après, il y a aussi ce choix, il n'est pas uniquement guidé par les ventes, il est aussi guidé par la production. Et nous, on a préféré se rapprocher, la production se rapproche de nous, parce que, comme je te disais tout à l'heure, même maintenant, on continue d'aller en bout de chaîne quand il y a les sessions d'assemblage. On check l'ensemble de nos vélos, et quand c'est à 2 heures de Paris, c'est évidemment plus simple. Donc c'est plutôt cette dominante-là a pris le pas. Ok, non mais écoute, je comprends. Toi, Grégoire, comment tu fais aujourd'hui pour continuer à progresser? Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu es un gros consommateur de YouTube ou autre? Ou je progresse pas, je stagne peut-être. Je lis beaucoup, mais je lis pas de romans, de bouquins business. Ouais. Parce que sinon, je m'endors au bout de 2 pages. C'est pas fait pour moi. Par contre, je lis énormément de romans, mais ça, c'est plus pour toi, m'évader. Et je pense que c'est vachement important pour le coup. Et donc, sur la progression en tant qu'entrepreneur, c'est clairement le podcast. Hein, le sujet, d'ailleurs, on a vu qu'on en parlait et qu'on en avait écouté plusieurs en commun. Le podcast me fait progresser beaucoup. YouTube sur certains sujets, mais peut-être pas forcément liés. Tu vois, je suis assez aficionados des cryptos. Donc, typiquement, t'as reçu Asher, Owen Simonin. Voilà, je suis abonné à juste ici. Je suis abonné à sa chaîne et je regarde ce qu'il fait. C'est juste, c'est génial cette capacité qu'il a à vulgariser des choses qui sont extrêmement compliquées. Il est adorable ce type, c'est incroyable. Fort. Et donc voilà, YouTube, podcast, donc ton podcast, les 2 podcasts de Mathieu Stéphanie évidemment, La Martingale et Génération Do It Yourself, Adrien Garcia, on les a cités, mais je on les embrasse tous. Beaucoup de temps avec vos voix dans les oreilles. Ouais. Ok, et où est-ce qu'on te suit? Alors LinkedIn idéalement, mon Insta est perso, donc LinkedIn, et puis j'essaie de
de communiquer le plus possible sur la marque, sur l'aventure entrepreneuriale, parce que je pense qu'il faut. J'admire la capacité que certains ont à publier aussi souvent, parce que c'est dur de tout. En fait, c'est comme le sport, hein. Mais en fait, c'est des questions d'habitude, en fait. Ouais. Et c'est comme des muscles que tu entraînes tous les jours, donc ça devient plus logique, en fait, de taper 100 pompes tous les matins, ce que je ne fais pas, par exemple. Mais je sais que, par exemple, si je m'entraînais tous les jours, à un moment donné, je pourrais peut-être y arriver, tu vois. Et ça deviendrait peut-être une normalité. J'en suis hyper loin. Parce qu'en fait, c'est pareil pour la création de contenu, en fait, quoi. Ouais, bah écoute, je suis à l'équivalent de 100 pompes par semaine, du coup, un post à peu près. Et c'est une récurrence qu'il faut augmenter, mais ouais, LinkedIn très clairement. Et pour le shop, c'est quoi? C'est voltaire.bike? Ouais, le site c'est voltaire.bike et sur Insta, parce que c'est quand même là qu'il faut nous suivre, c'est Voltaire Cycle. Donc, pourquoi vous ne pas avoir mis bike? Parce que, alors, c'est très perso, mais j'aime pas l'appellation Voltaire Bike. Je trouve justement que ça fait référence au vélo connecté, au smart bike, tu vois, cette mouvance Angel Van Move Cowboy, dont on voulait se séparer. Oui, le point bike, en fait, c'est le point bike, en fait, c'est l'URL, exactement. Mais il y a plein de gens qui nous appellent Voltaire Bike, et évidemment, il n'y a pas de problème avec ça. Mais Voltaire Cycle, je trouve que c'est une appellation qui va mieux à la marque. Ok, je comprends. Eh ben, voltaire.bike ou Voltaire Cycle sur Instagram. Toi, on te suit également sur LinkedIn. En tout cas, merci beaucoup. C'était hyper cool de enfin se capter. Mais tu vois, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce créneau. En plus, normalement, je devais faire qu'un épisode, et c'est pour ça que je t'ai écrit direct. Longue vie à Voltaire. Merci Hugo. C'est quoi la phrase là de Gavroche là sur Voltaire? Tu vas me piéger en dernière question. Non, mais c'est même moi qui la vois. Tu sais, c'est nanana, c'est la faute à nanana, c'est la faute à Voltaire. Il y a une phrase comme ça. Ouais, bien sûr. Oh putain, je vais quand même pas finir l'épisode sur un fail. Non, et en plus. Tu sais quoi, on s'en bat les couilles. On regarde sur le téléphone. Pour la petite histoire, quand on a lancé le vélo sur Facebook, tous les mecs ils commentaient ça. Je crois que c'est une phrase de Gavroche. Hop. La faute à Voltaire. Mais là, tout le monde reste connecté parce que tout le monde veut savoir maintenant. Alors... Ah oui, c'est ça. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Victor Hugo. Faute à Rousseau, pardon. Logiquement, ouais. Et attends, même, j'ai le début, c'est joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. Et ce dernier couplet qui n'acheva pas, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et voilà, on finit sur une note de culture. Premier sur la culture, La Chapelle Radio. Je vais faire les petites mentions légales. Si vous nous regardez sur YouTube, like, commentaire, abonnez-vous. Simple. Si vous nous écoutez en audio, 1 seconde, 5 étoiles, important, référencement. Je suis même plus à des phrases. En tout cas, merci beaucoup Grégoire. Merci à Podspace pour l'accueil. Merci à tous et à bientôt sur La Chapelle Radio. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Merci Hugo.